cette image-là de la psychiatrie, la psycho, c'est pour les fous. Cette image-là, elle profite à absolument personne. Parce que on n'est pas à l'abri un jour dans sa vie de vivre une dépression, un burn-out, des crises d'angoisse ou peu importe ce qui va être rattaché à la santé mentale. Et on a besoin d'avoir accès à ces aides-là, tous et toutes. Et si on garde cette image dans nos têtes de c'est pour les fous, ça profite vraiment à personne. Bonjour, je suis Laetitia, praticienne en thérapie brève. Ma mission, t'aider à retrouver un sommeil de qualité et à mieux gérer le stress de nos vies modernes. Pour cela, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Les thérapies brèves, comme le MDR, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, et aussi les neurosciences de l'accompagnement, la musique et le mouvement qui font partie de ma boîte à outils. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, nous parlons de sport, d'alimentation, de choix de vie et puis de cette charge mentale que nous souhaitons gérer au mieux dans le travail, le couple ou encore la parentalité. Si tu cherches à prendre soin de toi, tu es au bon endroit. J'espère que ce nouvel épisode te plaira. Et puis, bien évidemment, si c'est le cas, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à le partager avec tes proches. Bonne écoute. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour la deuxième partie de cette interview avec Abigail autour de la santé mentale. Comment la préserver, comment la déstigmatiser aussi, car c'est un sujet qui, à mon sens, reste encore très tabou. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la première partie, vous pouvez retrouver le début de cette interview enrichissante qui a été diffusée il y a 15 jours sur vos plateformes préférées. Bonne écoute! Bonjour Abigail. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre l'épisode secret de Polichinelle. Merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. C'est un sujet dont je parle de temps en temps et qui me tenait à cœur, le sujet de la santé mentale. En tant que déjà secouriste en santé mentale, qui est un dispositif qui est encore trop peu connu, et puis ayant été touchée aussi parmi mes proches par le sujet, je me suis rendu compte à quel point il y avait énormément de choses que moi-même je ne comprenais pas, sur lesquelles j'avais des préjugés, et que c'était encore très tabou. En tombant sur ton profil sur Insta, j'ai trouvé ça super ce que tu faisais pour déstigmatiser un peu tout ça. Donc j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui dans le podcast. Donc, ce que je te propose, si ça te va, c'est peut-être de donner déjà quelques infos sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène à œuvrer pour ce sujet ? Je m'appelle Abigail, je milite pour déstigmatiser la santé mentale sur les réseaux sociaux sous le nom de voyageuse au naturel. Et tout ça, ça a commencé quand j'ai été diagnostiquée du trouble borderline en décembre 2020 à la suite d'une hospitalisation en psychiatrie. Et en fait, il y a plein de raisons de pourquoi j'ai voulu prendre la parole sur ces sujets-là. Ce que je dis souvent, c'est qu'il y a souffrir du trouble, ce qui est déjà un truc hyper balèze. Mais en plus de ça, il y a souffrir de l'image que les gens ont du trouble. Et là, c'est vraiment la double peine. Et moi, je sais que ce truc très tabou sur la santé mentale, en fait, je le vis super mal, parce que moi, les problèmes de santé mentale, c'est mon quotidien et c'est ma vie. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus de ça, toute la société fait un tabou autour de ça, et en plus de ça, avec une stigmatisation très forte, malheureusement, on va pas y arriver. Et plus j'ai commencé à prendre la parole là-dessus, plus j'ai compris que finalement, ça allait bien au-delà des troubles psy et que le tabou était vraiment généralisé à la santé mentale en général. Ouais. Et qu'en fait, on avait tous et toutes à y gagner, à libérer la parole sur ces sujets-là, parce qu'on a tous une santé mentale, tout comme on a tous une santé physique. Et en plus de ça, c'est très connecté. Donc, pourquoi il y en a un, c'est OK, et l'autre, ça l'est pas. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que, toi, de ton côté, comment tu l'as ressenti ? Est-ce que tu penses qu'il y a finalement une peur, le côté inconnu de la chose, ou le fait d'associer ça à quelque chose qui fait peur et puis qui est pas vraiment visible ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, ce serait que c'est totalement impalpable et que ça s'explique pas forcément, dans le sens où la santé physique, c'est quand même assez facile de voir où ça coince quand il y a un truc qui coince. La santé mentale, c'est très impalpable. Donc je pense que ça, c'est l'une des raisons premières. Et ça, je l'ai constaté sur mes réseaux sociaux, parce que le premier truc qui revient systématiquement, c'est « ça n'existe pas ». D'accord. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qui est lié à la santé mentale, en tout cas toutes les souffrances liées à la santé mentale, ça n'existe pas. Justement parce que on n'est pas dans du concret, dans du brut, quoi. La seconde raison,
que je rattache à ça, ça va être le fait que c'est très rattaché au domaine de la folie. Cette image-là de c'est pour les fous, la psychiatrie, la psycho, et enfin, comme quoi ça, c'est pour les fous. Cette image-là, elle profite à absolument personne. Parce que on n'est pas à l'abri un jour dans sa vie de vivre une dépression, un burn-out, des crises d'angoisse ou peu importe ce qui va être rattaché à la santé mentale. Et on a besoin d'avoir accès à ces aides-là, tous et toutes. Et si on garde cette image dans nos têtes de c'est pour les fous, en fait, ça profite vraiment à personne, mais c'est très rattaché à quelque chose de l'ordre de la dangerosité. Et je pense, en tout cas moi, je sais que dans mon parcours perso, ce qui fait très peur en psychiatrie, c'est quand on connaît pas. Ce qui fait très peur en psychiatrie, c'est quand on comprend pas. Finalement, quand on commence à baigner dedans et à être de plus en plus familière avec ces questions-là, en fait, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, vraiment pas. Et voilà. Bon, ce qui fait très peur, c'est l'hôpital psychiatrique, ça fait très peur. Les troubles psy, ça fait très peur parce qu'on a une image qui est très caricaturale, notamment à travers les représentations qu'on en a. La folie, elle est soit diabolisée, soit fantasmée. Mais en tout cas, aucune des deux images correspond réellement à la réalité de ce qu'on vit. Et est-ce que tu penses aussi, finalement, on sait peu de choses quand on est de l'extérieur, on entend peu de choses sur l'hôpital psychiatrique, effectivement, comme tu dis, c'est soit quelque chose qu'on va voir dans les films, dans les séries, mais finalement, on en sait peu de choses. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, alors toi qui l'as côtoyé de près, des choses à faire en termes de communication, d'ouverture au monde, à ce niveau-là aussi, côté psychiatre ou côté système, tu vois, de l'hôpital? Moi, je suis quand même très optimiste sur la psychiatrie parce que je sens qu'on est en train de décloisonner un peu les murs de la psychiatrie, notamment avec la paire aidance. Donc la paire aidance, c'est des personnes qui vivent des troubles psy, qui sont rétablies de leurs troubles psy, qui vont intervenir dans les structures soit hospitalières, soit associatives, grâce à ce qu'on appelle le savoir expérientiel, donc le savoir qu'on a acquis du trouble, qui est finalement hyper complémentaire avec les équipes de soins. Moi, je suis très optimiste dans le sens où il y a une réelle prise de conscience dans la psychiatrie actuelle où on commence à comprendre que la psychiatrie telle qu'on l'a pratiquée durant des années, ça marche plus. Ce truc très infantilisant, très paternaliste, très enfermant aussi, et très hiérarchique. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ce côté blouse blanche, pyjama. Ça, pour moi, c'est un truc où la psychiatrie de demain, j'espère qu'il y aura plus ça. Parce que dans d'autres domaines, je peux comprendre qu'on nous mette en pyjama quand on doit faire une opération pour des questions sanitaires, etc. Sur la psychiatrie, on est quand même sur des questions beaucoup plus délicates, de l'ordre de tisser un lien, une alliance thérapeutique avec la personne qu'on a en face de nous. J'ai l'impression que ces vêtements, ça nous enferme beaucoup dans des rôles qui finalement rendent cette alliance thérapeutique beaucoup moins accessible. Et je sens qu'on est quand même en train de passer dans un truc beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus unilatéral, où on considère quand même le patient comme de plus en plus aussi acteur de son trouble et pas dans cette position de passivité totale avec le psychiatre qui est mon sauveur, ma sauveuse. Ça, c'est un piège dans lequel je suis tombée et ça, c'est évident que ça marche pas. Et justement, tu disais, c'est le piège dans lequel tu es tombée. Qu'est-ce qui t'a permis pour toi d'évoluer dans ce cheminement-là, dans ce regard-là, et pour te retrouver plus, peut-être te sentir plus actrice? Oh là, moi, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs. En fait, je pense que toutes les pièges dans lesquels on tombe, je suis tombée dedans aussi. Enfin, je veux dire, moi, la psychiatrie, la première fois où j'ai mis les pieds, j'avais moi aussi cette image hyper caricaturale. J'étais enfermée dans ma chambre parce que j'avais trop peur des autres patients, parce que je pensais qu'ils étaient dangereux. J'avais ce truc de, mais je suis hospitalisée en psychiatrie, est-ce que ça veut dire que je suis folle? Je suis passée, tous les combats que je mène aujourd'hui, c'est parce que je les ai vécus fort, quoi. Ouais. Ouah, j'étais une patiente difficile, très 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 difficile, dans le sens où moi je me souviens que quand on m'a diagnostiquée, j'ai vraiment eu cette position de vous êtes bien mignon avec votre diagnostic, là, vous m'avez foutu un peu dans la mouise avec votre truc, donc c'est vous qui m'avez mis là-dedans, c'est à vous de m'en sortir. Et donc j'étais très dans ce truc avec une exigence surdimensionnée envers les psychiatres, en leur disant en fait c'est à vous de réparer ce qui est cassé dans ma tête.
Et à chaque fois que ça fonctionnait pas, j'étais tout le temps, bah, c'est vous qui êtes un mauvais psychiatre parce que c'est vous qui êtes en échec parce que vous avez pas réussi malgré vos 10 ans d'études de médecine, etc. Cette approche-là, j'ai très vite compris que ça marchait pas du tout. Et jusqu'au moment où, en fait, j'ai compris qu'on est beaucoup plus acteur que ce qu'on pense et qu'en fait, sans la pleine collaboration du patient ou de la patiente, bah, il se passera jamais rien. Et qu'en fait, tout le travail, en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que j'ai compris que les psychiatres, en fait, ils en savaient rien de ce que j'avais et de quels médicaments allaient marcher. En fait, on teste, on tâtonne, mais en fait, ils savent pas. J'ai totalement arrêté de mettre le ou la psychiatre dans cette position très pyramidale et ça a totalement ramené le truc à un truc très horizontal où en fait, ah ok, je cherche pas la personne qui va me réparer et me sauver, je cherche la personne avec qui je suis ok d'aller chercher ensemble sur ces pistes-là. Et ça a changé beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'a permis d'être beaucoup plus dans la participation et j'ai compris que et ça aussi c'est pareil sur la prise de médicaments. En fait, je crois que statistiquement, il y a énormément de patients en psychiatrie qui ne prennent pas leurs médicaments. Moi, j'en ai vu plein dans les hôpitaux psychiatriques où en fait les médocs, bah on les jette dans la cuvette des toilettes et puis voilà quoi. On fait semblant qu'on les prend, tout ça. J'en ai vu plein faire ça et j'ai fait partie des patients qui ont fait ça aussi parce que si personne ne m'a expliqué en quoi c'était important pour mon bien-être de prendre des médicaments, comment voulez-vous que je consente à prendre ces médicaments? Et d'où l'intérêt de l'alliance thérapeutique que certaines psychiatres comprennent pas trop, c'est qu'en fait, la dernière personne décisionnaire au bout de la chaîne, bah, c'est le patient ou la patiente. Si il n'y a pas tout ce travail de pédagogie, d'expliquer le pourquoi, du comment, le traitement médicamenteux, il est avantageux pour moi, et aussi que je consente réellement à prendre des médicaments, bah en fait, la réalité des choses, c'est que je vais pas prendre mes médocs et c'est tout ce qui va se passer et c'est tout. Donc voilà, on est beaucoup plus décisionnaire que ce qu'on ne le pense et l'alliance thérapeutique est vraiment le truc à mettre en haut de l'échelle fort. Ça c'est sûr et certain, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça s'applique aussi à la santé physique. Enfin, finalement, oui, le médecin, il est là pour proposer des choses, mais après, si on comprend pas pourquoi on le fait, enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu du mal avec ce principe-là, tu vois. Et je trouve que même si on n'a pas fait des années de médecine, on est aussi apte à comprendre certaines choses et le fait de savoir pourquoi c'est bon pour notre bien-être, c'est sûr que c'est plus engageant déjà de base. Moi, je me souviens, j'étais en hôpital psychiatrique et en fait, un jour, j'ai eu une psychiatre qui était extraordinaire, qui a compris énormément de choses. Et je pense ça a été la première de mon parcours à vraiment comprendre très fort comment je fonctionnais. Et en fait, elle voulait me remettre sous traitement médicamenteux et moi, j'étais foncièrement opposée. Je disais non, je veux plus prendre de médicaments, les effets secondaires sont trop forts. Et en fait, j'en peux plus. Et là, elle m'a dit, mais vous savez, si les effets secondaires sont trop importants, en fait, on arrête. Et c'était la première fois que j'ai compris que j'avais le choix de dire non. Et en fait, à partir du moment où ça a été la première à m'avoir expliqué les différentes catégories de médicaments, à m'avoir expliqué pourquoi elle avait choisi ce médicament-là et pas un autre. Et en plus de ça, elle m'a énormément rassurée sur le fait que c'est évident que même elle, en tant que psychiatre, elle a pas envie de me mettre encore plus dans le mal que ce que je suis déjà. Ouais. Donc, c'est évident que si je supportais pas le traitement, on va pas réfléchir midi à 14h, si je supporte pas le médicament, on l'arrête. Et c'est tout. Ça m'a énormément marqué parce que, moi, j'ai plein d'anecdotes concernant cette psychiatre où ça a été la première à avoir compris que en fait l'alliance thérapeutique c'était super important quoi. Et ça a été la première qui a vraiment compris qui m'a laissé le choix toutes les prises de décision et qui m'a réellement expliqué les choses en m'expliquant que si j'en ai envie, si je suis d'accord, si je suis ok, et ça engage aussi ce dialogue sur les questions parce que du coup c'est je vais répondre à vos questions. C'est hyper important et je pense que c'est bien de le rappeler, de pouvoir du choix aussi et de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est un travail d'équipe. Ouais, exactement.
Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus sur toi, ce qui t'a amené justement à consulter, à devoir prendre un traitement sur ton trouble? Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus quand on n'y connaît rien de l'extérieur? Comment ça a impacté ton quotidien? Comment tu en es venu à ça? Enfin, ce que tu peux, voilà, comment tu as l'habitude de l'expliquer pour des personnes lambda, pour qui tout ça est très nouveau et qui ont envie de comprendre un petit peu. Alors, le trouble borderline tel qu'il se traduit chez moi, parce que chacune vit le trouble de façon totalement différente. Ok. Je pense qu'il y a autant de borderline que de personnes. Tel qu'il va se traduire chez moi, ça va être une hypersensibilité, une hyperémotivité. L'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes. Donc c'est tout ou rien. Il n'y a jamais de demi-mesure et je suis incapable d'être au milieu ou dans la moyenne. C'est toujours très intense, dans un sens comme dans un autre. J'ai aucune conscience de mes limites, c'est-à-dire que pour moi, la limite, c'est l'effondrement. C'est seulement quand je m'effondre que je comprends que la limite a été dépassée. Il y a aussi une image de ma personne qui est très distordue. Donc voilà, soit je vais avoir une vision du monde merveilleuse et extraordinaire et le monde est trop beau et les gens sont géniaux et je suis une personne hyper extraordinaire, mais vraiment dans un excès, je suis la meilleure du monde, etc. Soit je vais rebasculer dans l'extrême opposé qui va être je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre tellement je suis une personne horrible. Et le monde est désastreux et chaotique. Et il y a aussi une peur de l'abandon et du rejet qui est très forte. Et là, ça va être tout plein de stratégies pour... Alors ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, mais je sais qu'en fait, j'avais une peur de l'abandon qui était tellement forte qu'en fait, je faisais tout pour provoquer l'abandon, pour ne pas le subir. Comme ça, après, je vais chez mon psychiatre et je fais mon caca nerveux. Je fais, vous voyez, j'avais raison, la personne, elle m'a abandonnée, je le savais. Alors qu'en réalité, j'ai tout fait pour. Aussi, c'est très difficile de laisser les gens m'aimer parce que quand moi-même, je me vois comme un monstre, comment voulez-vous que j'accepte l'amour des autres? Cette espèce de sentiment de pas se sentir légitime d'être aimé. Et il y a ce truc d'être un peu un vilain petit canard, de se sentir très dysfonctionnel, très en décalage avec les autres. Et ça va vraiment appuyer ce truc de les autres oui, moi non. Les autres sont conformes. Et en plus, moi, j'ai associé ça à une certaine forme de bonheur. Être dans la norme, pour moi, c'est vivre sa vie avec une certaine forme d'insouciance et de légèreté, chose que finalement, j'ai jamais connue. Donc, il y a un peu ce truc de je veux absolument ne pas me sentir dysfonctionnelle et rentrer, enfin, je sais qu'il y a un sentiment très fort, une attention particulière au fait d'être incluse et validée. Quand tu parles de normes, pour toi, la norme, c'est quoi exactement quand tu parles de normes? Est-ce que il y a des choses en particulier auxquelles tu associes ça? Pour moi, la norme, ça va être une notion de normalité dans le sens où c'est faire partie de la majorité. Non, pour moi, la norme, c'est très rattaché à la majorité des gens. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une majorité suffisante de gens qui se comportent comme ça, dans ce cas-là, ce comportement va devenir dans la norme. Et ça va être normalisé et c'est normal. Les gens qui sont pas dans la norme, c'est les gens qui font partie des minorités, soit dans leur façon de penser, soit dans sous plein de trucs. Et du coup, on est anormal. Et moi, c'est tout ce qui me fait sentir différente, ça va me faire sentir dysfonctionnelle et anormale et pas rattachée à la majorité des gens. Moi, ça me parle parce que j'ai souvent pris le contre-pied de la majorité. J'ai fait des choix, des choses un peu différentes des autres. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous confronte nous-mêmes à notre idée de normalité. Qu'est-ce qui fait qu'on est normal ou pas, tu vois, finalement? Qui a décidé que? Et qu'est-ce qui fait que? Pour moi, c'est purement rattaché à une notion de nombre. D'accord, ok. Si la majorité des gens étaient avec des troubles psy, dans ce cas-là, avoir des troubles psy, ce serait normal. Ouais, c'est intéressant. Et là, aujourd'hui, tu as parlé de l'alliance thérapeutique, des traitements, ce qui te permet, toi, de trouver une forme d'équilibre dans ton quotidien. On a parlé de la psychiatrie. Est-ce qu'il y a eu d'autres thérapies ou d'autres approches, d'autres choses qui t'ont permis de retrouver une forme d'équilibre? Alors moi, je m'estime stabilisée et rétablie depuis à peu près 2 ans. Pour moi, il n'y a pas une solution miracle qui a révolutionné ma vie. J'ai été tellement de fois à la recherche de une solution miracle, et jusqu'au jour où en fait j'ai compris que, pour moi en tout cas, la solution elle est plurielle. Ouais. Dans le sens où la chance qu'on a avec le trouble borderline, c'est qu'il est très bien, dans le sens où le diagnostic est quand même très clair, c'est-à-dire il y a 9 critères du borderline et il faut cocher 5 des 9 critères pour avoir le diagnostic de borderline.
C'est justement pour ça qu'on n'est pas tous et toutes borderline pareil, parce qu'on coche pas tous les mêmes 5 critères, il y en a qui en ont plus, enfin bon bref. Et la chance qu'on a, en plus de ça avec le trouble borderline, c'est qu'il y a des thérapies qui ont prouvé leur efficacité. La plus connue, c'est la thérapie dialectique. Moi, j'ai fait la thérapie des modes et des schémas. Donc on a quand même énormément de chance parce que finalement, l'espoir du rétablissement et d'aller mieux, il est là. On a des solutions qui sont concrètes, on a un diagnostic qui est concret aussi. C'est quand même très concret, tout ça. Ouais. Donc c'est quand même assez rassurant quand on est sur des thématiques, des troubles psy qui sont généralement assez flous. Après, le trouble borderline, il est très facilement confondu avec la bipolarité. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en gros, le trouble borderline, c'est un trouble de la personnalité. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur. Mais après, pour aller plus dans les détails, il faudrait poser la question à des psychiatres. Des psychiatres, ouais. Ouais, beaucoup mieux expliquer des choses que moi. Mais donc, du coup, moi, j'ai fait la thérapie des modes et des schémas. Ça m'a énormément aidée. Vraiment, ça a été un accélérateur super fort parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses, dans le sens où moi, ma problématique première, c'est que j'étais tout le temps en suradaptation aux autres et à mon environnement. Et c'est pour ça que ma vie était extrêmement chaotique et c'est pour ça que je vivais autant d'effondrements, autant d'épuisements et que c'était un chaos total. Hein. J'ai fait une première partie de ma vie, c'était chaud. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été aux urgences psychiatriques, c'est pour ça que j'ai été hospitalisée, c'est pour ça qu'il s'est passé plein de choses. Mais déjà, cette thérapie, c'était accepter notre singularité, et c'était un peu les codes de la société pour pouvoir la communiquer aux autres. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette thérapie, que j'ai compris, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on agit de telle ou telle manière, c'est parce que jamais personne ne nous a appris à communiquer autrement que comme ça. C'est-à-dire, on s'est construit tout seul sur des traumas, sur des rejets. Et en fait, toutes nos réactions sont aussi parce qu'en fait, on n'a pas les codes. Donc peut-être que quelque chose qui peut paraître hyper intuitif pour la plupart des gens l'est pas du tout pour nous. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait une réelle carence en fait, les relations entre êtres humains, ça me dépasse totalement. J'ai pas les codes du tout. Et c'est un peu, voilà, on m'a pas passé le mode d'emploi, quoi. Et j'ai dû me débrouiller toute seule pour survivre. Enfin, c'était un peu ça, quoi. Et la thérapie m'a énormément aidée là-dessus parce que j'ai eu l'impression qu'on m'a donné le mode d'emploi de comment communiquer notre hypersensibilité, notre hyperémotivité, notre singularité aux autres pour que ça se passe bien. Donc déjà, c'était un peu enlever le masque de suradaptation parce que ce masque-là, il remplit son rôle jusqu'à ce qu'il se fissure. On enlève les masques et on accepte de se montrer tel qu'on est, etc. Donc il y a eu la thérapie, il y a eu les traitements médicamenteux, il y a eu l'accompagnement avec mon psychiatre, dans le sens où il y a une subtilité qui est très importante à comprendre. Je suis pas guérie, je suis stabilisée. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vis mon trouble sans que ce soit une souffrance, parce qu'en fait c'est ça, pour moi, être établi du trouble, c'est ça, c'est pouvoir vivre son trouble sans que ce soit une souffrance et sans que ça provoque des situations de mise en danger. Ce qui est déjà beaucoup, ouais. Ce qui est déjà c'est vivre son trouble tout en étant épanoui dans sa vie, entrevoir des perspectives d'avenir, des relations saines, etc. Ça, pour moi, c'est ma définition d'être établi. Et petite parenthèse, j'ai l'impression que cette perte d'espoir que beaucoup de gens ont vis-à-vis des troubles psychiques, elle est partagée et par les patients et par les soignants. Quand je fais des conférences, il y a aussi beaucoup de blouses blanches. Moi, je les appelle les blouses blanches parce que j'ai tout un passif là-dessus. Mmh. Les blouses blanches viennent m'écouter aussi durant mes conférences parce que le petit souci qu'on a, c'est que les gens qui sont en psychiatrie, ils voient que des patients en crise. Ils voient jamais des patients rétablis. Pour certaines personnes, au bout d'un moment, même elles perdent cet espoir, mais en fait, on peut se rétablir. Sauf que c'est vrai qu'une fois qu'on est rétabli, du coup, on est dans la société et on n'a plus forcément envie de retourner de retourner dans les hôpitaux et tout. Ce que je comprends à 1000%, mais des patients qui sont stabilisés, rétablis, il y en a. On est là, on existe, et cet espoir-là, il est hyper important d'être véhiculé. J'ai toujours un accompagnement avec mon psychiatre hyper régulier, et ça fait partie du cadre qui me sécurise. Dans le sens où
ce qui me permet de vivre ma vie de cette façon-là, ce qui me permet de m'exposer sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même quelque chose qui est quand même très découvrant, qui me met dans une situation de vulnérabilité, ce qui me permet de voyager, ce qui me permet de reprendre des études, ce qui me permet de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ce qui me permet tout ça, c'est parce que je sais que j'ai un filet de sécurité. Et le filet de sécurité, c'est l'accompagnement avec mon psychiatre. Si demain, je n'ai plus mon filet de sécurité, toutes les angoisses, je pense, peuvent refaire surface. C'est tout l'encadrement très sécurisant que j'ai mis autour de mon trouble. Et ça, je l'ai compris avec mes voyages et tout. J'ai compris l'importance de l'encadrement. Effectivement, et tu fais une super transition sur les voyages. Grande voyageuse, ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. J'aimerais que tu puisses un peu nous raconter ce que t'ont apporté les voyages, justement. Et il y a eu 3 grands voyages qui ont participé à mon rétablissement et ils ont tous les 3 eu un impact différent et des leçons apportées très différentes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un commentaire ou à le partager avec tes proches. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir plus de conseils bien-être dans ta boîte mail. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et également dans la bio de mon compte Instagram Laetitia's Escapes. À bientôt pour un nouvel épisode.